Donc nous allons passer de l'épaule à la hanche, hein, avec Marine Cazenave, qui nous vient du département d'origine humaine, Department of Human Origins, l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire de Leipzig. Et donc voilà, Marine travaille sur les australopithèques en particulier, elle a travaillé en Afrique du Sud avant de venir rejoindre l'équipe de Leipzig. Marine, vous avez la parole. Merci. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier professeur Jean-Jacques Hublin et professeur Bertos pour leur invitation. C'est toujours un grand plaisir pour moi de présenter mes travaux de recherche récents dans un contexte français. Alors, pour information, je vais continuer à parler en français, mais les diapositives sont en anglais pour que les non-francophones puissent suivre un peu ma présentation. Good morning, everyone. Just for information, I will continue to speak in French, but the PowerPoint is in English for the non-French speakers, so they can understand my presentation. Of course, if there are obscure points or questions, I'm happy to answer them at the end of the talk, and you can also reach out to me if you have any for further discussions. So let's start. Alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter des travaux récents sur la diversité des comportements locomoteurs chez les australopithèques. Et je voulais commencer par replacer ces travaux dans un contexte plutôt historique, en remontant en 1947 avec la découverte... Alors on va voir si ça fonctionne. Oui. Avec la découverte d'un squelette partiel attribué à un australopithèque, Australopithecus africanus, en Afrique du Sud. Alors il faut savoir que Australopithecus africanus a été introduit par la découverte du premier crâne d'un australopithèque, Taung, l'enfant de Taung, en Afrique du Sud. Et ce squelette partiel permet d'avoir des premières informations sur les possibles comportements locomoteurs des australopithèques. Mais ensuite, en 1974, la découverte d'un squelette presque complet, où on a des membres supérieurs et des membres inférieurs, Australopithecus afarensis, dont le professeur Yves Coppens, qui était membre éminent du Collège de France, a grandement contribué à l'étude de ce squelette, permet d'avoir des informations plus complètes, et notamment avec une discussion et un débat sur la dichotomie entre la morphologie des membres supérieurs, qui est primitive, qui est plus proche de ce qu'on observe chez les chimpanzés, par rapport aux membres inférieurs, où on observe des caractères qui sont dérivés, donc proches de la morphologie qu'on a chez les humains actuels, et aussi des caractères qui sont intermédiaires et uniques. Et donc, les débats tournaient autour des interprétations fonctionnelles de cette dichotomie. Il y avait notamment deux courants de pensée, deux points de vue. Un premier qui était de dire que la morphologie des membres supérieurs était la rétention d'une condition ancestrale, avec une bipédie efficace chez ces australopithèques qui ne permettait plus de grimper aux arbres, parce que pourquoi est-ce que la bipédie aurait été sélectionnée si elle n'était pas très efficace? Ensuite, un deuxième point de vue était de dire qu'il y avait un compromis entre les deux, avec une bipédie qui était peut-être pas aussi efficace que ce que l'on observe actuellement, mais qui permettait la rétention d'une composante arboricole, par exemple pour échapper aux prédateurs. Et ce squelette est encore aujourd'hui très étudié, notamment pour l'importance, pour continuer de façon peut-être plus nuancée, plus subtile, de comprendre la biomécanique, le coût énergétique par exemple, et l'efficacité de la bipédie chez cet australopithèque. Alors depuis, il y a eu d'autres découvertes. Ici, par exemple, nous avons Australopithecus sediba, découvert en Afrique du Sud en 2008, et il a intrigué grandement les chercheurs, parce qu'on avait encore une fois une mosaïque de caractères qui était primitif et dérivé, mais qui induisait une bipédie qui était légèrement différente de ce qu'on observe chez les autres australopithèques comme Australopithecus africanus et Australopithecus afarensis. Et encore plus récemment, il a été annoncé un squelette qui est pour l'instant le plus complet du squelette des australopithèques que nous avons actuellement dans le registre fossile, et qui, encore une fois, montrait
peut-être des caractères un peu plus primitifs que les autres australopithèques que l'on a dans le registre fossile, mais avec, encore une fois, des témoins, des caractères qui sont témoins d'une bipédie terrestre, mais qui montrent aussi une composante arboricole importante chez ce spécimen. Alors les découvertes continuent. Ici, je présente pour la première fois une découverte récente à Swartkrans, en Afrique du Sud. On a pour la première fois une jambe d'un paranthrope avec l'articulation d'un pelvis qui n'est pas complet, mais on a au moins la partie de l'acétabulum, un fémur et un tibia. C'est le premier tibia complet d'un paranthrope, par exemple, que nous avons. Donc cette découverte est encore sous étude, mais elle a été soumise dans un journal, donc elle est en révision. Et les mois derniers, nous avons aussi découvert des éléments de la partie des membres supérieurs de ce même individu, ainsi que des éléments crânio-dentaires. Alors ceux-là sont encore en révision, en étude, donc je ne les ai pas présentés ici, mais nous avons pour la première fois des éléments associés d'un squelette d'un paranthrope qui permettent de nous donner des informations complémentaires, notamment en comparaison avec les autres australopithèques. Donc, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a une diversité importante, surtout entre 3 millions et 1 million d'années, une diversité taxonomique importante, avec l'émergence du genre Homo, donc les premiers représentants de notre genre, qui cohabitent avec des australopithèques et des paranthropes. Mais on s'aperçoit également qu'on a une diversité anatomique qui est plus importante que ce qu'on pensait auparavant. Et donc, une des questions majeures dans notre discipline concerne la reconstruction de la diversité des comportements locomoteurs, la caractérisation plus fine et plus nuancée des différentes bipédies et la stratégie du comportement arboricole chez les australopithèques et chez les premiers représentants de notre genre, le genre Homo. Et ceci nous permettrait également surtout de mieux comprendre la mise en place de la bipédie obligatoire et efficace telle qu'on l'observe chez les humains actuels. Donc il y a plusieurs approches qui existent et il y a des collègues qui vont vous présenter des approches complémentaires plus tard dans la matinée. Mais aujourd'hui, je voulais vous présenter une méthode spécifique qui concerne l'analyse de caractères qu'on appelle plastiques ou écophénotypiques, qui en fait changent au cours de la vie pour s'adapter aux charges qui sont appliquées localement et aux variations des charges qui sont appliquées localement, et notamment des charges créées lors de la locomotion et des mouvements. Et donc, ces caractères sont par exemple la structure de l'os interne, donc la structure du tissu cortical, qui est l'os dense que vous voyez ici, et la structure du tissu trabéculaire, qui est l'os spongieux que vous avez ici, qui, on sait maintenant, par des études expérimentales, changent, donc se modèlent et se remodèlent au cours de la vie, et s'adaptent aux différentes variations que l'on applique spécifiquement sur ces os. Donc, bien évidemment, nous n'avons pas l'autorisation de couper les fossiles pour accéder à cette structure interne. Et donc, il y a déjà des décennies, il a été mis en place des techniques, notamment des techniques d'imagerie, des techniques par ion X, par exemple, qui permettent d'accéder de façon non invasive et à très haute résolution à la structure interne et de pouvoir quantifier ces structures et les différences que l'on observe entre les humains, les primates, par exemple, mais aussi les australopithèques. Et donc ici, un exemple que je voulais vous montrer, ce sont les résultats récents qui ne sont pas encore publiés des variations de la structure interne de l'articulation de la hanche, et en commençant par la distribution du tissu cortical du col fémoral. Donc nous savons déjà depuis quelques années qu'il y a une différence entre les humains ou même les quadrupèdes terrestres, qui sont que quadrupèdes, d'un côté, et de l'autre côté, les grands singes non humains qui, par exemple, grimpent aux arbres. Nous avons une asymétrie de la distribution avec un tissu cortical inférieur qui est épais par rapport au tissu cortical supérieur. Le tissu cortical est représenté en rouge ici. Et vous avez ici aussi une différence avec un tissu cortical épais ici et plus fin ici. Alors que chez les grands singes africains, par exemple, on a une homogénéité dans la distribution avec un tissu cortical qui est de la même épaisseur que le tissu cortical supérieur ici.
Et ceci a été attribué à des différences tout simplement de la mobilité de l'articulation de la hanche, avec chez les chimpanzés et les gorilles, on a une flexion de la hanche et une adduction, donc flexion quand on rapproche la jambe de soi et abduction quand on la met sur le côté ou la rapproche, lors de la composante arboricole, qui fait qu'on a des forces dans la région supérieure qui sont plus importantes que chez les humains par exemple ou chez les babouins. Et donc notre objectif était de regarder ce qui se passe chez les australopithèques et de regarder notamment en 3D une cartographie entière du col fémoral chez les australopithèques, avec ici l'exemple des Australopithecus africanus et des Paranthropus robustus, qui sont tous les deux des espèces d'Afrique du Sud et qui ont une morphologie de l'articulation de la hanche et même des éléments inférieurs du squelette qui sont très similaires. Les différences qu'on observe sont très subtiles. Alors là, c'est une diapo un peu technique, mais il me semblait important de vous présenter ça pour pouvoir comprendre ensuite les résultats statistiques. Donc, pour pouvoir observer l'épaisseur corticale sur l'entièreté du col, nous avons déjà extrait le tissu cortical, donc que vous voyez ici. On a le contour interne et le contour externe du tissu cortical. Ensuite, pour chacun des individus, on a extrait des coupes le long perpendiculaire à l'axe du col, et les coupes sont équidistantes. Et pour chacune des coupes, nous avons pu trouver le barycentre et tracer des lignes. Alors c'est automatique, c'est informatisé. Tracer des lignes, et à la jonction entre chacune des lignes et le contour supérieur, contour endostéal et le contour périostéal, on peut poser un landmark et mesurer la distance ici, ou pour laquelle on obtient une distance du tissu cortical. L'avantage de cette méthode, c'est que pour chacune des distances, nous ne sommes pas obligés de les représenter qu'avec des chiffres, mais on peut visuellement utiliser une échelle chromatique avec des épaisseurs importantes en rouge. Donc ici, on a une épaisseur importante, une distance importante entre les landmarks qui sera représentée en rouge, et les distances moins importantes qui sont représentées en bleu. On peut visualiser ça en 3D, ce qui est intéressant pour voir exactement où sont l'épaisseur corticale la plus importante, et donc où sont les charges les plus importantes. Il y a une corrélation entre les deux. Donc ici, on s'aperçoit que la région inférieure du col a une épaisseur corticale importante, donc des forces plus importantes. Mais on peut aussi dérouler ces cartographies et les mettre en 2D, en coupant ici dans la partie antérieure, la partie de devant le col, on coupe ici, et on peut se balader jusqu'à la partie inférieure. On se balade jusqu'à la partie inférieure où on observe les renforcements. Ensuite, on va de l'autre côté du col et on revient jusqu'à la partie antérieure. Donc l'axe des X, vous vous baladez de ce sens-là. Ensuite, l'axe des Y, vous allez de la jonction entre le col et la tête jusqu'à la région trochantérique que vous avez ici. Et l'avantage, c'est que vu qu'on a le même nombre de coupes et le même nombre de landmarks, il est possible de faire des analyses statistiques. Et donc de pouvoir visualiser ici en 2D, ce qu'on appelle les analyses en composantes principales, pouvoir visualiser en 2D les variations, les diversités et les similarités. Donc ce qu'on observe ici, c'est ce à quoi nous attendions. Nous avons les humains qui sont d'un côté de l'ACP et les grands singes africains qui sont de l'autre, avec des différences majeures qui sont un renforcement supérieur, qui est plus important chez les grands singes que chez les humains où l'on n'a pas. Et comme je le disais avant, c'est lié à la flexion de la hanche. Et lorsque l'on projette les fossiles, nous avons les deux paranthropes, Paranthropus robustus d'Afrique du Sud, qui tombent dans la variation des grands singes africains, et les deux Australopithecus africanus qui sont dans la variation des humains. Et ceci parce que chez les paranthropes, nous avons un renforcement supérieur qui est plus important que ce qu'on observe ici chez les deux australopithèques. Donc, l'idée était aussi de regarder que se passe-t-il dans le tissu trabéculaire de la tête fémorale, pour voir si on obtient une condition similaire ou des différences. Donc, cette diapositive est aussi un peu technique, mais très brièvement, on a premièrement extrait le tissu trabéculaire, donc l'os spongieux, on l'a extrait, on a supprimé le tissu cortical. Et ensuite, on peut appliquer en 3D, ici je présente en 2D parce que c'est plus facile visuellement de comprendre, mais en 3D, on peut appliquer une grille. Et pour chacun des points de la grille, on peut mesurer
des paramètres. Et ici, nous allons mesurer la densité osseuse. Et nous savons que la densité osseuse augmente lorsque les charges augmentent. Donc on peut voir la variabilité de la densité osseuse dans la tête fémorale. Encore une fois, nous utilisons une échelle chromatique pour éviter d'avoir que des chiffres. En rouge, on a une densité importante, donc là où les charges sont les plus importantes, et en bleu, une densité plus faible. Et tout récemment, on a mis en place une technique qui permet que chacun des points de la grille, en fait, soit homologue entre tous les individus. Et donc, nous pouvons, pour la première fois, avoir des analyses statistiques de cette distribution de densité osseuse au sein de la tête fémorale. Donc, voici les résultats. Nous avons encore une fois les humains d'un côté et les grands singes de l'autre, qui sont séparés. Alors, les grands singes sont ensemble et les humains sont séparés. Et les différences qu'on observe, c'est des différences de renforcement osseux dans la partie antérieure du col. Donc, chez tout le monde, on a un renforcement postérieur qu'on observe chez tout le monde. Mais ensuite, chez les orang-outans, les chimpanzés et les gorilles, on a deux régions. On a une région aussi antérieure qui est renforcée. Chez les orang-outans, on peut aussi avoir, mais chez certains gorilles également, on peut aussi avoir un renforcement qui va de la partie postérieure à la partie antérieure. Donc on a un genre de V. Et donc ces forces qui sont ces renforcements antérieurs qu'on n'observe pas chez les humains, et encore une fois, certainement liés à la flexion de la hanche et à l'abduction qu'on a moins chez les humains. Et lorsque l'on regarde chez les australopithèques et chez les paranthropes, le paranthrope tombe encore une fois dans la variabilité qu'on voit chez les grands singes, et cet australopithèque est proche de la variabilité qu'on a chez les humains. Il n'est pas tout à fait chez les humains, mais il est proche. Donc, on a chez les paranthropes un renforcement qui est à la fois antérieur et postérieur, comme ce qu'on observe chez les grands singes, alors que chez l'australopithèque, on a juste un renforcement osseux qui est postérieur, comme ce que l'on observe chez les humains. Et donc, la condition, les résultats sont similaires aux résultats du col fémoral. Donc, en conclusion, on peut dire que les paranthropes et les australopithèques avaient des différences dans la mobilité de la hanche, avec certainement une fréquence de la flexion de la hanche qui était beaucoup plus importante que chez les australopithèques. Cela devait induire des différences de comportement locomoteur, ou en tout cas de répertoire locomoteur, avec les paranthropes qui devaient grimper plus aux arbres qu'on ne le voit chez les australopithèques, en tout cas Australopithecus africanus. Et donc, ils exploitaient certainement des niches écologiques différentes. Par contre, cela ne veut pas dire que paranthropes n'étaient pas bipèdes. On a des signaux clairs que les paranthropes étaient bipèdes, et cela ne veut pas dire que Australopithecus africanus ne grimpait pas aux arbres, c'est juste que la fréquence était différente et ne permettait pas d'avoir un signal dans la structure interne. Et donc, en conclusion, on peut dire tout d'abord que l'analyse de la structure interne permet d'avoir déjà des informations complémentaires à ce qu'on voit sur la morphologie externe. Les nouvelles informations sur Paranthropus avec des informations sur un comportement locomoteur plus versatile que l'on le pensait avant sont importants, et notamment pour mieux comprendre l'émergence du genre Homo. Ensuite, on a des différences entre la morphologie, ce qu'on voit dans la morphologie externe, ce qu'on voit dans la morphologie interne, et surtout on a des différences très importantes entre les australopithèques, et ça amène à poser la question, comment est-ce qu'on peut définir la bipédie actuellement ? Et notamment parce que vous le savez certainement, mais la bipédie est une spécificité des hominines, et donc il est important de comprendre comment est-ce qu'on peut la définir. Et ensuite, bien sûr, ici je ne parle que d'Afrique du Sud. Il y a d'autres australopithèques et des homos en Afrique de l'Est. On sait que les contraintes environnementales sont certainement différentes, en tout cas peut-être différentes, donc il serait intéressant de voir ce qui se passe dans leur articulation de la hanche, et notamment dans la structure interne des spécimens d'Afrique de l'Est. Je vous remercie pour votre attention. Thank you for your attention. Vous avez brièvement évoqué Cédiba. Alors, Cédiba. Cédiba est très bizarre. Déjà, Cédiba a un pied qui est plutôt chimpanzé, qui ressemble plus au chimpanzé. Donc il y a, et vous connaîtrez mieux que moi, mais il y a le point de gravité au niveau externe du pied, alors que l'articulation de la hanche est plus humaine, donc il a une bipédie qui est différente. Je commence à regarder la structure interne osseuse. Le problème, c'est qu'elle n'est pas très bien préservée.
Donc on est en train de tester des machine learning, d'intelligence artificielle pour pouvoir extraire le tissu trabéculaire, parce que pour l'instant, c'est vraiment pas évident, malheureusement. Donc on ne sait pas encore s'il non, tombe on sait pas. Du côté. Très bien. Et le col n'est pas très bien préservé. Merci Marine pour cette excellente présentation.